Vous avez le micro, Vincent, donc je crois que c'est vous qui commencez. Tout à fait, oui. Donc bonjour à tous. Je vais commencer simplement par rappeler quelques généralités sur le chanvre qui sont, je pense, Oui, tordez le cou à des idées reçues, c'est pas celui qu'on fume. Hein. Exactement. Je vais y venir tout de suite. Simplement pour dire que le chanvre, c'est un écomatériau et c'est un écomatériau qui a des intérêts agronomiques et écologiques. C'est pas un écomatériau qui mobilise des terres agricoles aux dépens de ressources alimentaires. C'est important de le rappeler. C'est quelque chose qui vient en complément. Donc il a une forte croissance, une croissance rapide, donc il va plus vite que les mauvaises herbes. Il produit à peu près 10 tonnes de paille par hectare, c'est un rendement qui est assez remarquable. Un cycle cultural court, pendant la belle période, j'ai envie de dire, de mai à septembre, et il présente une bonne tête d'assolement pour les cultures céréalières. Donc c'est une plante qui était traditionnellement utilisée, on va dire, avant-guerre, début 1900, et puis qui a été progressivement abandonnée au profit de la culture intensive, on va dire, et puis qui peut revenir tout à fait dans le cadre de culture céréalière actuelle. Donc c'est une plante également nettoyante parce qu'elle a un système racinaire profond, donc qui va ameublir, enrichir le sol en matière organique. Et elle a plein de qualités, dites-moi, cette plante. Et éventuellement aussi capter des nitrates ou des métaux lourds si le sol est pollué. Voilà. Donc elle a effectivement pas mal de qualités. Ce qu'il faut savoir, et je vais y revenir après, c'est qu'effectivement en France, il n'y a quelques variétés qui sont autorisées, des variétés qui ont un faible taux de THC, qui est le tétrahydrocannabinol, voilà. qui est la substance qui a fait une réputation un peu particulière au chanvre. Voilà. C'est une plante aussi qui est peu exigeante, peu de parasites ou de maladies, donc en fait, globalement, pas d'intrants nécessaires. Alors certains en mettent quand même pour améliorer le rendement, on est encore dans une culture... on va dire, chez les agriculteurs... Il y a des traditions pour la vie dure. Voilà, mais on peut le faire de manière bio, également, sans problème. Alors on voit où ça pousse, hein, sur votre carte, là, je ne sais pas si on voit bien. De production, historiquement, on a en Champagne-Ardenne, pas mal, dans l'ouest de la France également, lié au cordage, historiquement, et puis aussi, on va dire, dans la région sud-ouest. Actuellement, on a une culture qui s'étend à la fois au nord, en Basse-Normandie, et puis en Charente. Voilà. Alors, tout ça, c'est lié également à la mise en place d'usines de défibrage localement pour traiter ce chanvre. La production, les principaux produits, c'est le chenvis, c'est-à-dire la graine, qui peut être exploitée ou ne pas être exploitée d'ailleurs, qui est sur un secteur de niche, on va dire, assez particulier. Et puis la paille dont la principale valeur ajoutée est la fibre. On voit ici la fibre corticale, qui est une fibre très résistante, riche en cellulose, donc utilisée en papeterie, dans les textiles, et puis également dans les nouvelles applications où on la met en remplacement de fibres, à la place de fibres de verre et autres. Également, on l'utilise en laine isolante dans le bâtiment, mais là, on a un problème de concurrence par rapport au coût, parce qu'effectivement, elle est plus chère que les autres laines isolantes qu'on peut trouver sur le marché. Et puis, en masse, on a 60% de chêne-vote dans cette paille, qui est en fait la partie boisée, ici, qui était jusqu'à présent, on va dire jusqu'il y a 10 ans, utilisée principalement en litière animale, parce que c'est une bonne capacité d'absorption, et qui est de plus en plus utilisée en matériaux de construction. C'est ce à quoi on va... Enfin, c'est le sujet un peu de la présentation aujourd'hui. Et puis pour finir, on a également 10% de poussière, parce que quand on défibre cette paille, on a une grande partie qui part en poussière, qui peut être exploitée en amendement ou en alimentation pour bétail. Donc simplement pour résumer, on voit bien ici la fibre corticale qui est sur l'extérieur de la tige, qui elle est exploitée essentiellement donc, dans d'autres applications, qui a une forte valeur ajoutée, on va dire. Et puis la partie boisée qui est très poreuse, très spongieuse, puisque elle est constituée de tous les vestiges des cellules en fait, qui vont conduire la sève dans la plante. Donc en fait, on a ce processus de défibrage qui produit, lorsqu'on défibre, on broie la paille, et puis on obtient cette partie boisée qui était jusqu'à présent un coproduit, pour ne pas dire un déchet dont on ne savait pas trop comment le valoriser. Alors selon les processus de défibrage, on a des chênes-votes qui sont assez différentes, qui peuvent être soit totalement défibrées, soit encore contenir quelques fibres. Globalement, elles sont toutes très poreuses et elles présentent des capacités d'absorption qui sont très importantes puisqu'elles peuvent absorber jusqu'à 4 fois leur poids en eau, on va dire, au bout de quelques heures, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes lorsqu'on les mélange avec des liants hydrauliques, c'est-à-dire des liants constitués d'un liant minéral solide et d'eau. Donc là, on a des formulations qui doivent être adaptées à ce type de matériaux. Et puis, comme on a eu sur le marché des chênes-votes qui étaient très différentes, on avait un peu de tout et n'importe quoi, pour ne pas dire ça, mais il y a une dizaine d'années, c'était un peu ça. Donc l'idée, c'est aussi de caractériser ce produit, cette chêne-vote,
qu'on appelle granulat, puisqu'elle constitue le rôle de granulat dans les matériaux de construction, de manière à définir un petit peu mieux ce matériau pour établir de manière un peu plus précise les procédés qui vont mettre ce matériau en œuvre, qui est en fait un préalable nécessaire au développement industriel. Alors pour ça, il y a différentes possibilités. On voit l'analyse d'image par la granulométrie. On cherche également à caractériser le comportement du matériau en vrac, sa densité, sa compressibilité, sa conductivité thermique, juste aussi également en vrac, puisque ce matériau uniquement en vrac peut aussi être utilisé comme isolant thermique. Aujourd'hui, ces études, elles existent. On a des bons référencements sur la matière première. Alors, il y a des référencements à la fois au niveau national et puis il y a des référencements au niveau international qui se mettent en place par des comités techniques auxquels on participe. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous mettre plus vers le milieu et pas devant l'écran, parce qu'il paraît qu'on ne vous voit pas avec le reflet. Voilà, ça sera plus facile, mais vous pourrez commenter les images. Alors on passe avec vous, Florence Collet. Non ? Ah non, vous avez tout préparé. Alors c'est avec Christophe Lubert qu'on va prendre la suite de la présentation. Voilà, il suffit d'appuyer sur la flèche pour défiler. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Ah oui, comment ça se pose ? Voilà, vous allez nous dire la mise en œuvre. C'est votre partie. Alors parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Comme moi, vous voyez. Donc la mise en œuvre. Donc comme l'a expliqué Vincent, nous on utilise dans le bâtiment la partie chaîne vote, pardon. Cette partie de chaîne vote, elle va nous permettre de composer notre béton de chanvre, qui est donc du chanvre, un liant et de l'eau. De la typologie, on va sortir différents dosages qu'on va utiliser au niveau d'un dosage mur, toiture, dalle ou enduit. Il y a une recette finalement en fonction des applications, oui. C'est ça que vous visez. Je suis venu donc avec les règles professionnelles. Dedans, il y a les 4 règles professionnelles, donc mur, dalle et enduit, et un cahier technique qui présente différents types de mise en œuvre. D'accord. En fonction de ce qu'on souhaite faire, effectivement, il y a des dosages spécifiques à mettre en œuvre. Exactement. Donc, quelques exemples. Alors, je vais revenir sur la partie bloc préfabriqué après, mais là ici donc il y a les moulages manuels qui vont permettre de faire. Alors là en coffrage, en coffrage. Alors, mélange mur, on pourrait très bien l'imaginer aussi en mélange toiture ou en dalle. Et une autre technique qui est un peu plus récente, qu'il y a quelques années déjà. En projection. Là, cette fois. Donc là, vous avez 2 situations sur un voile qui va rester en place, type fibralite, ça pourrait être une fibre de bois haute densité aussi, avec justement le dosage mur, et ici avec un coffrage amovible qui va être retiré ensuite pour faire un enduit à la chaux dessus. Alors à l'intérieur, on pourrait très bien envisager aussi des enduits à la chaux ou des enduits terre ou différents types de ça se marie bien avec différents revêtements. On va toujours, alors ça va être l'explication de Florence derrière, on va toujours chercher à avoir la perméabilité derrière. Et vous disiez les blocs préfabriqués parce que ça existe également. Oui, et juste pour terminer ici, donc la possibilité aussi de le projeter pour les toitures. Alors là, une autre solution possible, c'est les blocs préfabriqués. Qui vont présenter des solutions de murs aussi engravées dans une structure ossature bois, avec des éléments extérieurs pour venir recouvrir l'ossature bois et également enduite. Et également aussi avec des solutions en dalle qui peuvent recevoir un dallage classique. Alors, et une suite ? Non. Eh bien alors, on va passer la parole à les propriétés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Lubert. Alors, Florence Collet, voilà, les propriétés. Les propriétés, on commence par les propriétés mécaniques ? Non, on va commencer par l'hygrothermie. Eh ben c'est raté. Et la mécanique, ça sera Vincent qui reprendra le relais. Alors, l'hygro. Alors, en fait, le béton de chanvre a des propriétés particulières, notamment du fait de sa porosité. Donc, on va avoir des masses volumiques entre 300 et 800 kg par mètre cube. Christophe vient de dire qu'on avait des dosages différents selon l'application. C'est ces dosages différents qui vont conduire à des masses volumiques différentes. Et en fait, on a une porosité très élevée, puisqu'on est entre 60 et 80%. Donc, ça veut dire que 60 à 80% du volume du matériau est vide. C'est positif ou ça peut être une contrainte ? C'est positif. Alors, côté hygrothermique, c'est très positif. Et on voit en fait sur les images qu'on va avoir différents types de porosité. Donc ici, c'est un échantillon 5 cm d'arête. Donc on voit qu'il y a une porosité qui est visible à l'œil nu. On la revoit ici à la caméra optique. Donc c'est des pores millimétriques.
Et puis on va avoir d'autres porosités, des porosités au sein du liant avec des diamètres de l'ordre de 0,1 mm. Et la porosité au sein du chanvre, dont parlait Vincent tout à l'heure, où on va avoir des canaux entre 10, 50, voire 100 micromètres de diamètre. Ça veut dire que le matériau respire, on peut dire ça comme ça. Voilà, il va respirer, il va avoir du volume d'air qui va en fait emprisonner l'air et qui va avoir un effet favorable sur ses propriétés d'isolation. Donc on va retrouver ici avec les mesures de conductivité thermique. Donc nous, au laboratoire, on fait des mesures à la sonde fil, mais il y a d'autres façons de faire les mesures. Ça nous permet de faire des mesures avec des humidités différentes du matériau. Donc sur cette courbe, on a en fait l'évolution de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique du matériau. Les points bleus, ce sont différents bétons de chanvre avec un liant type Tradical, je ne sais pas si on peut le citer. Mais... Et les points jaunes, c'est un autre liant développé au laboratoire. Donc les conductivités qu'on a, c'est entre 0,08 et 0,15 watts par mètre et par Kelvin. Bon, les spécialistes apprécieront, mais c'est bien. Oui, voilà. Alors, j'y venais. En fait, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on a pour du béton cellulaire. D'accord ? C'est pour un point à l'ambiance, enfin à 23 degrés 50%. C'est à peu près ce qu'on doit avoir aujourd'hui ici. Et donc, bien sûr, cette conductivité va être impactée par l'humidité. C'est-à-dire que quand le matériau va stocker de l'humidité, il va être un petit peu plus conducteur. Donc, c'est ce qu'on représente sur ce graphe. Donc, on a toujours la conductivité. Ici, on retrouvera sur l'axe des profondeurs les masses volumiques et devant la teneur en eau. Alors, en fait, ce qu'il faut interpréter dans ce graphique, c'est qu'on a une augmentation de la conductivité d'environ 20% entre le point sec et le point le plus humide. Alors, tout ça, concrètement, c'est quoi ? En fait, ça montre que notre matériau il est bien adapté pour une isolation répartie, puisque ces ordres de grandeur de conductivité, ce qu'on disait tout de suite, c'est comme du béton cellulaire. Donc sur une maison où on fait de l'isolation répartie, donc sans isolant additionnel, on atteint les performances thermiques requises actuellement avec la réglementation thermique. Côté hydrique, en fait, notre matériau, comme il a des pores ouverts, vous avez vu, on les voit même à l'œil nu, il va échanger de l'humidité avec l'ambiance, donc il va pouvoir la stocker et la transférer. Donc la stocker, on représente ça avec ces courbes. En fait, on montre ici qu'on va avoir une humidité du matériau qui va augmenter avec l'humidité de l'air. Et puis, on a des branches différentes selon si on part du point sec vers un point plus humide ou inversement. Donc en fait, on voit qu'on a un gros hystérésis. Ça va être en fait un lieu de stockage de l'humidité. Et les murs ne vont pas suinter, question idiote, mais que les clients lambda peuvent vous poser. Il n'y a pas des inquiétudes justement à utiliser ces matériaux, dire mais si les murs stockent l'humidité, ça va peut-être poser des problèmes pour la tapisserie qui est collée dessus. Alors on va y venir tout de suite. On va voir qu'en fait on peut l'utiliser plutôt comme avantage. Alors la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme il est fortement poreux et très ouvert, il va être très perméable à la vapeur. Sur cette courbe, en fait, on voit qu'en termes de transfert, on transfère 10 fois plus la vapeur qu'un béton classique. C'est une échelle logarithmique, excusez-moi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une très forte perméabilité à la vapeur. Et donc tout ça, ça va conduire à un gros avantage du béton de chanvre, c'est qu'en fait, il va pouvoir réguler l'humidité relative de l'air environnant. Donc pour caractériser ça, on fait des essais où on va soumettre les matériaux à des cycles 8 heures à 75% d'humidité ambiante et 16 heures à 33%. Et en fait, on va venir mesurer l'évolution de la masse du matériau. Donc vous voyez, quand on l'expose à 75% d'humidité, on absorbe de l'humidité. Et inversement, quand on le met à 33%, on va relarguer cette humidité. Ce qui fait qu'en fait, on va échanger avec l'air ambiant et on va pouvoir faire un tampon. Donc si on a des apports dans la pièce, finalement, on va venir stocker l'humidité dans le matériau qui sera restituée ensuite quand l'humidité de l'air va diminuer. Donc en fait, on a une classification sur cette capacité qui a été faite dans le Nord Test Project. Donc c'est caractérisé par la valeur MBV. Pour des valeurs inférieures à 0,2, on a une capacité négligeable à réguler l'humidité ambiante. Ensuite, on va avoir différentes catégories. Pour être bon, il faut être entre 1 et 2. Et pour être excellent, il faut être au-delà de 2. Donc à titre comparatif, ici, vous avez un béton, c'est autour de 0,3. C'est pas bon. Un plâtre, on va être autour de 0,7 et un béton cellulaire, on le comparait tout à l'heure en termes de conductivité, on disait qu'on était équivalent et on était content parce que c'était une bonne utilisation en isolation répartie. Un béton cellulaire, il est autour de 1,1.
Un béton de chanvre, on est à 2,15. Donc vous voyez, on est carrément le double. Donc on a une très bonne capacité à réguler l'humidité de l'air environnant. Alors évidemment, quand on va mettre un enduit dessus, ça va jouer sur cette capacité. Donc on a fait des études avec différents types d'enduits. Avec un enduit sable chaud, on reste à 1,1, donc une fois le matériau enduit, alors que notre béton cellulaire, il n'était pas encore enduit là. Et puis en mettant un enduit chanvre chaud, donc lui aussi perméable, on reste à des valeurs très bonnes puisqu'on est au-delà de 1,8. Donc mon idée de tapisserie, c'était vraiment pas une bonne idée. Hein. C'est ce que vous nous dites. Non, mais par contre, un enduit adapté, ça nous permet d'en bénéficier. Alors, pour être plus concret, là, c'est des études à l'échelle des matériaux, donc effectivement, c'est pas forcément très parlant. Au laboratoire, on fait aussi des études à l'échelle de la paroi qui vont pas forcément être plus parlantes, donc on va tout de suite passer à l'échelle de la maison. Donc, pour illustrer, ici, c'est une étude qui a été réalisée sur une maison à Périgueux. C'est une vraie maison. Hein, c'est une vraie maison qui a été instrumentée par le CT local. Et donc, cette maison a été livrée en 2011. Elle est constituée de parois avec des ossatures bois et des remplissages en béton de chanvre, donc les murs, la toiture et le plancher intermédiaire. Et ça marche. Ça marche très bien. Donc, au niveau des équipements, on a du chauffage, de l'eau chaude par panneau solaire et chaudière bois et une VMC double flux également. Et donc, l'étude thermique qui avait été menée à l'époque de la construction conduisait à des besoins de 30,5 kWh par mètre carré et par an. La réglementation thermique nous demande 50, sauf que là, il nous manque l'éclairage. Mais bon, on est quand même largement en dessous de ce que demande la RT 2012. Ouais, c'est compétitif, là. Ouais, avec des estimations de coûts de 23 € par mois pour le chauffage et l'eau chaude. Donc, ce bâtiment est instrumenté. Donc, le CT du Sud-Ouest a fait une analyse thermographique. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Des mesures d'étanchéité à l'air. Et puis, s'est intéressé au confort hygrothermique dans le bâtiment et au comportement des parois. Et donc, c'est ici qu'on va retrouver l'intérêt du béton de chanvre. Donc, au niveau thermographique, ici, c'est une visu du mur vu de dehors. Et on voit qu'on voit rien, donc c'est très bien. On voit pas les ossatures, ni les poteaux, ni les poutres, planchers intermédiaires, etc. Donc ça veut dire que cette construction n'a pas de pont thermique structurel. Donc c'est très intéressant, point de vue déperditif et point de vue risque condensation au niveau des ponts thermiques. Par contre, sur cette deuxième image, ce qu'on voit ici, c'est en fait des infiltrations d'air au niveau des liaisons périphériques. Donc ça peut être un point à améliorer sur ce bâtiment. Côté comportement à l'échelle de la paroi, donc en fait, il y avait des capteurs sur l'épaisseur du mur. Donc ici, ce sont des courbes de température. Donc en bleu, c'est la courbe de la température d'air extérieur. En rose, c'est la température de surface côté extérieur du mur. Alors, elle est un peu plus élevée. On est en période d'été. C'est parce qu'en fait, on a les apports solaires en plus qui arrivent sur le mur. Et ensuite, on va avoir en jaune la température à 15 cm dans l'épaisseur du mur. On note une stabilité de cette voilà. Donc là, l'intérêt de ces courbes, en fait, c'est de montrer l'amortissement qu'on va avoir, c'est-à-dire la différence entre le min et le max sur la température de surface extérieure par rapport à la différence entre le min et le max à 15 cm de profondeur. On a amorti de 90% cette différence. Donc c'est un gros intérêt, ça montre des effets d'inertie. Et puis en même temps, on va avoir un déphasage, donc c'est-à-dire entre l'instant où on a eu le max à la surface extérieure et l'instant où on a le max dans l'épaisseur de notre mur. C'était 8 heures en été et 9 heures, 9 heures en été et 8 heures en hiver. Enfin, côté confort pour l'usager, ici, c'est les résultats qui ont été mesurés dans le salon. Donc, en fait, vous avez le diagramme de l'air humide qui vous donne l'humidité de l'air en fonction de la température. Ce qu'il faut viser surtout, c'est en fait les zones qui sont repérées. Donc, le polygone de confort, c'est le polygone vert ici. Et donc, les petits points, c'est les mesures qui ont été réalisées dans le salon. Donc, on voit que 98% du temps en hiver et 81% du temps en été, on est pile poil dans la zone de confort, sans avoir un système de climatisation ou autre
on est dans la région de Bordeaux. Alors, petit message technique, je ne suis pas aux manettes pour l'éclairage de la salle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en possibilité de baisser un petit peu pour que les contrastes ressortent mieux sur l'écran? Ça nous est demandé, et je pense qu'effectivement vous apprécieriez, mais je ne sais pas moi comment le faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui gère la salle, ici, non, bon. Voilà, bon, pendant la pause, promis, on va essayer de trouver le bouton. Voilà, ou peut-être couper le grand... C'est peut-être celui-là qu'il faut couper, ouais. Le grand projecteur. On va passer aux propriétés mécaniques. Ah, c'est pas mal comme ça, peut-être, ouais. Avec vous. Merci beaucoup, hein, Florence Collet. On voit en tout cas que votre laboratoire regorge de données scientifiques et statistiques pour bien mesurer toutes ces performances. Il en est de même, j'imagine, sur les problématiques de résistance mécanique du matériau. Oui, alors c'est l'objet un peu là de la présentation également. Jusqu'à présent, en fait, le matériau, il a été essentiellement utilisé en doublage ou en remplissage. Mais on pense qu'il a des bonnes capacités potentielles mécaniques. Et simplement pour vous montrer que entre une formulation qui est très peu compactée, qui va s'effriter et présenter une faible résistance mécanique pour un compactage tout à fait modéré, hein, ici en violet, dès qu'on augmente un petit peu la densité du matériau ça tient mieux. En le compactant à sa mise en œuvre, effectivement, ça tient mieux puisqu'en fait, on a des particules qui sont très spongieuses et très déformables, hein, contrairement aux granulats minéraux qu'on a l'habitude d'employer dans des bétons ordinaires qui sont, eux, très rigides. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vous ai préparé une petite vidéo qui montre un petit peu le comportement que peut avoir un béton de chanvre s'il est légèrement compacté à la mise en œuvre. Et on voit qu'on a un matériau qui est très déformable pour un matériau de construction. Là, il y a une presse en quelque sorte, c'est ça? Voilà, ouais. là, en fait, il subit un essai de compression uniaxiale, hein, que cyclique, et qui suit les cycles qui sont imposés ici par la machine. Et ça n'explose pas, en tout cas? Ça n'explose pas. Là, une éprouvette un petit peu, là, béton, ça y est, quand même. Voilà. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Voilà. Mais une éprouvette de béton aurait cédé bien avant. Hein, même une éprouvette, on va dire, de chaux pur aussi, également, aurait cédé bien avant. Pour les normes parasismiques, ça peut être intéressant? Exactement. C'est intéressant pour les normes parasismiques et c'est également très intéressant quand le béton de chanvre est employé, c'est le cas très souvent, avec des ossatures bois qui, elles, sont aussi beaucoup plus souples que des ossatures traditionnelles en béton armé classique. Je mets ossature bois, on peut aussi l'imaginer avec des ossatures métalliques ou d'autres types d'ossatures dont les déformations peuvent être un peu plus importantes. Donc l'idée, c'est d'envisager un peu un autre mode de mise en œuvre pour le béton de chanvre qui nécessite en fait quelque chose, donc un compactage à la mise en œuvre et puis on va dire un peu plus de précision sur le dosage pour atteindre ce niveau de performance mécanique. Vous travaillez là-dessus dans votre labo? Dans le laboratoire, on travaille là-dessus et en complément également sur tous les aspects hygrothermiques, mais plutôt sur ce type de matériaux. Et les perspectives sont prometteuses? On espère. Je pense que oui, même si elles sont encore à l'état de recherche, bien qu'il y ait de plus en plus d'entreprises en France qui se mettent à faire des blocs préfabriqués et éventuellement, alors ça peut être soit pour fabriquer des blocs, soit des plaques également d'isolants, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on utilise ce mode de mise en œuvre, on augmente la résistance en compression et en cisaillement, ce qui peut présenter un intérêt, même si on n'atteint pas directement les capacités d'un matériau porteur, on peut alléger la structure bois, notamment le contreventement de ces structures bois. Donc gagner un peu d'argent là où le matériau coûte un peu plus cher à la mise en œuvre. L'autre aspect, c'est que effectivement, on a un intérêt dans les zones sismiques, hein, puisqu'on va avoir un bon amortissement des vibrations. Et puis si le matériau vient même à s'effondrer, on a un matériau qui est beaucoup plus léger que les matériaux traditionnels. On a une bonne résistance au feu. Alors, on ne l'a jamais testé, nous, en interne au laboratoire, parce qu'on n'a pas les moyens. J'ai cru comprendre qu'il y avait une démonstration qui allait être faite à l'extérieur, peut-être? Ouais, mais ce n'est pas une démonstration normalisée. D'accord. C'est quelque chose qui montre effectivement qu'on a globalement une bonne résistance. Mais voilà, ça se passera dans la salle à côté. Hein. Voilà. On a également une diminution de la perméabilité à l'air quand on vient compacter tous ces granulats entre eux. Et puis, ça nous permet également de diminuer le dosage en eau et en liant, sachant que le liant, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Et puis qu'il y a l'impact environnemental le plus fort également dans ce matériau. On est capable également, enfin c'est même sûr, on produit une orientation préférentielle des particules, ce qui fait qu'on a un matériau qui n'a pas les mêmes propriétés dans toutes les directions. Et on va donc, quand on le compacte comme ça, préserver l'isolation thermique dans une direction, on va légèrement l'augmenter dans l'autre direction. Mais si on fabrique des panneaux, par exemple, faits pour faire des panneaux d'isolant,
on est dans la bonne direction et on conserve les propriétés thermiques du matériau. Voilà. Un dernier mot? Allez-y. Oui. Non, à vous. À moi. Donc je vais assez vite. Bon, il y a différentes études qui ont été faites au laboratoire pour substituer un petit peu le liant par de la chaîne vote. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus de chaîne vote qui prend de la place à l'origine et puis on vient compacter très fort et puis on augmente de manière significative les résistances mécaniques. On le voit ici du béton dans les différentes directions. Alors naturellement, on ne va pas avoir les mêmes propriétés dans toutes les directions, à la fois mécaniques et thermiques. Voilà. Voilà, bon, on se référera à vos études parce que je pense qu'au-delà du 3e rang, on n'arrive pas à lire les graphiques. Mais en tout cas, merci beaucoup Vincent Picandet pour ces explications. On reprend avec vous. Oui, donc voilà, on est en train de un petit bilan pour conclure. Donc, d'un point de vue hygrothermique, notre matériau, le béton de chanvre permet. C'est un peu le vôtre, hein, vous êtes passionné, oui, ça s'entend. Mais pas que. D'atteindre les exigences de la RT 2012, puisque effectivement, quand on construit un bâtiment, on va être confronté à ces exigences. Donc, il nous permet de répondre aux besoins bioclimatiques qui est exigé par la RT. On a vu avec l'exemple de la maison qu'on arrivait à respecter les consommations demandées, donc respecter le CMAX. L'exigence de confort d'été, on l'a vu aussi via le polygone de confort qu'on a regardé tout à l'heure. Et par contre, la RT demande également des exigences de moyens, donc vis-à-vis de la perméabilité à l'air. Donc la perméabilité à l'air, on a vu tout de suite, ça peut être un petit point faible, donc il va falloir la traiter en soignant les enduits. Les baies vitrées pour le confort d'habitat, là c'est pas le béton de chanvre qui sera concerné, ni le côté énergie renouvelable. Et puis en fait, en bas, ce sont les autres exigences de l'ART qui ne vont pas nous concerner directement. Voilà. Je suis revenu en arrière. Donc, le béton de chanvre, effectivement, c'est un matériau qui est bien adapté pour des conceptions d'enveloppes à isolation répartie. On l'a vu avec l'exemple donné par Florence tout à l'heure. Une bonne répartition de la température également dans l'habitat. Une régulation hygrothermique, et puis c'est un matériau qui demeure perméable à l'air, qui nécessite une étanchéité de l'enveloppe pour traiter parfaitement aussi les exigences par rapport à ça, en termes d'isolation. Donc c'est une réponse aux problématiques de développement durable, de bonnes propriétés d'absorption acoustique, un matériau qui est jusqu'à présent non porteur, mais qui peut être associé à une structure porteuse, donc possibilité d'alléger la structure, propriété mécanique intéressante avec une grande déformabilité et puis une gestion de la garantie qui n'est plus... Alors pour la garantie, ça va être la conclusion. Le fait d'avoir écrit les règles professionnelles, donc ça fait 10 ans qu'elles sont en route. Et aujourd'hui, l'ensemble des professionnels peuvent avoir les garanties décennales. Pardon. Oui, vous avez du recul sur les réalisations que vous avez pu faire dans votre société, notamment dans votre entreprise. Là, à ce jour, tout se passe bien. Toucher du bois, tout se passe bien. Et la dernière conclusion que je voudrais faire, c'est la complémentarité qu'on a eue avec les différentes universités en Bretagne et notre entreprise et d'autres entreprises. Pour pouvoir, grâce à cette complémentarité, on a pu faire émerger le dernier procédé que vous avez vu de projection. Je voulais juste le signaler et remercier. Voilà, c'est un exemple très concret de collaboration entre des équipes académiques et puis des professionnels. Est-ce que vous avez des questions sur ce matériau? Alors, je vais venir vers vous en essayant de ne pas tomber dans l'escalier. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse peut-être de vous présenter, de dire qui vous êtes ou où vous travaillez et puis à qui s'adresse votre question, si elle est plus pour l'un ou pour l'autre. Oui, bonjour, David Maufra, expert. J'aurais une question sur la durabilité du matériau, surtout si on aurait des défauts de mise en œuvre et qu'on aurait un petit peu d'eau qui pourrait stagner dedans. Question précise, réponse qui ne le sera pas moins. Avec qui? Avec vous, Christophe? Des problèmes d'humidité ou de manque de confinement de l'eau sur les toitures, sur les toits terrasses. On va retrouver les schémas classiques de mise en œuvre, pas plus dans le béton de chanvre que dans les autres matériaux. Il faudra être très vigilant sur les différentes liaisons. Alors, il y a eu, avec le béton de chanvre, si votre question c'est de dire que le matériau peut être altéré, non. Le matériau n'a pas été altéré lié à un problème d'humidité dans la matière.
Là, en l'occurrence, le chantier dont je parle, oui, il n'y en a pas eu. Voilà. Par contre, il y a eu d'autres chantiers que je n'ai pas forcément suivis, mais on m'a informé qu'il y avait eu des problèmes de développement de moisissure, mais qui est lié au dosage. Je pense que c'est plutôt lié au dosage. Entre le lion et l'eau. Et la qualité du chanvre, bien sûr, oui. Bonjour, Laurence Besmer, à Bibois. Ma question concerne plutôt la ressource. Aujourd'hui, je connais en fait une coopérative agricole qui est locale, régionale, pas très très loin de la Bretagne, mais qui n'est pas en Bretagne. Qu'en est-il aujourd'hui en Bretagne de la ressource? Est-ce qu'elle est facilement disponible, facilement mobilisable? Où en est justement cet état-là? Merci. Merci. Alors, je pense qu'elle est facilement mobilisable. Après, il y a la question est que lorsque les agriculteurs produisent du chanvre, ils doivent trouver un débouché. Et il y a un aspect géographique à ça. Et naturellement, ça se développe beaucoup aux alentours des usines de défibrage, voilà, lorsqu'il y a une synergie qui est mise en place. Par contre, je pense qu'en Bretagne, il y a des agriculteurs qui seraient prêts à le faire s'ils avaient un débouché local. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, filière en voie de mise en œuvre. Une question de Bruno Pereira, juste devant. Juste, vous parlez du liant, mais vous ne le précisez pas. Est-ce qu'il y a différents types de liants? Est-ce que... Oui. Je peux simplement... Qui va répondre? Je peux simplement préciser qu'il y a différents types de liants. Les principaux liants qui sont utilisés jusqu'à présent sont à base de chaux. Et ils ont l'essentielle qualité de mettre un pH très bas, très alcalin, ce qui permet de préserver également la chenevotte de certaines moisissures qui seraient susceptibles de se développer. Voilà, alors je suis aussi le gardien des horloges dans cette opération, vous l'avez compris. Tout ça est passionnant, mais on a encore 3 autres matériaux à passer au crible avec autant d'expertise que celle qui a été mobilisée autour du béton de chanvre. Donc merci beaucoup à tous les 3, sachant que vous êtes évidemment à la disposition de du public pour tout au long de cette journée. Et notamment, vous aussi, Christophe, merci, oui, je garde le micro.